Et bonjour Green Flag. Bonjour à tous et bienvenue dans Green Flag, le podcast qui démystifie la crise écologique et sociale. On est vraiment heureux de vous retrouver pour ce 5e épisode et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche directement le monde de l'entreprise, la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, si vous avez écouté notre premier épisode sur l'introduction sur le développement durable, on avait déjà effleuré cette notion ainsi que les différents enjeux ESG. Et aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le détail avec une invitée qui pratique la RSE au quotidien. Au programme de cet épisode, qu'est-ce que la RSE concrètement? Comment on l'applique efficacement dans une organisation? Et pourquoi le dialogue avec les parties prenantes est-il central? Comment on identifie les enjeux propres à son secteur? Et on abordera aussi le reporting ESG, la double matérialité et les zéro, impact, risque et opportunité d'une entreprise. Des notions qui peuvent sembler techniques, mais qui sont au cœur de la transition écologique et sociale. Et pour tout nous expliquer, on a la chance de recevoir aujourd'hui Camille Steinhorn, directrice ESG chez Lefebvre Dalloz. Bonjour Camille, merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment ça va? Ah ben ça va très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous les deux, Anna Bonjour. et Valentin, merci de me recevoir. Merci à vous. Merci à vous. Alors, depuis le début de ce podcast, on a parlé de développement durable, des limites planétaires, de changement climatique, également de bilan carbone récemment, ou encore même de biodiversité. Des notions qui permettent de comprendre l'ampleur des crises que traverse notre planète. Ouais. Et dans ce contexte, la RSE est souvent présentée comme la réponse du monde de l'entreprise à ces enjeux. Donc le terme apparaît officiellement en 1953 avec la publication de l'ouvrage Social Responsibilities of the Businessman de Howard Bowen. Donc ce n'est pas une notion qui est finalement si récente que ça, comme on pourrait le croire. Du coup, Camille, après cette petite mise en contexte, comment définiriez-vous la RSE aujourd'hui, selon vous, et qu'est-ce que ça recouvre vraiment, ce terme? Ok, alors je vais pas être en mesure de vous donner une définition absolue parce que je pense qu'il y en a plein des définitions. Donc moi ce que je peux faire c'est vous dire la façon dont on a décidé de l'aborder dans le groupe Lefebvre. Et cette façon de voir les choses, elle est visible dans la façon dont on a renommé la direction qui s'appelait RSE jusqu'à il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, on a décidé de s'appeler la direction des impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance, donc des impacts ESG. Pourquoi? Parce que pour nous, le sujet, c'est ça, c'est les impacts. Donc les impacts que l'entreprise européenne que l'on est a sur son environnement, c'est-à-dire sur la planète et sur les humains. Et c'est aussi un travail sur l'impact qu'ont les évolutions environnementales et sociétales sur le fer. Okay. Donc, comme vous l'avez dit, hein, c'est pas une discipline récente, mais elle se cherche toujours, elle continue à évoluer. On disait développement durable, et puis RSE, et puis aujourd'hui, c'est encore ESG qui a le plus le vent en poupe, même si ça bouge encore. Nous, on a choisi de passer de RSE à ESG parce qu'on trouve que c'est plus concret de dire, plutôt que responsabilité sociétale, on parle de quoi? On parle d'environnement, on parle de social, et de gouvernance, qui est un terme un tout petit peu plus obscur pour certains. Et juste donc, pour rentrer un peu plus dans le concrètement, qu'est-ce que c'est que de faire de la RSE? Pour nous, ça commence par se demander pourquoi notre entreprise existe. Et pourquoi on se lève tous les matins pour aller travailler dans ce groupe-là ou dans un autre. Et pour nous, depuis le début, la raison d'être du groupe, c'est de garantir ou de faciliter l'accès aux droits, d'en comprendre les évolutions, les complexités, pardon. Et donc, d'une certaine façon, on est une pierre du pilier juridique fondamental de nos démocraties. Oui. Voilà, en France et dans 7 pays européens. Donc faire de la RSE, c'est commencer par se poser ce genre de questions. Ok. Merci. Très clair. Merci pour cette définition. Et ce qui est frappant justement, c'est que la crise environnementale et sociale, c'est une crise qui est systémique et globale, et la RSE est souvent présentée un peu comme une réponse très concrète à ces enjeux-là de la part des entreprises. Mais, question, est-ce que c'est vraiment le cas? Et est-ce que selon vous, la RSE peut-elle constituer en cela une réponse concrète du coup à ces crises écologiques et sociales qu'on aborde depuis le début de ce podcast avec Anna? Alors, déjà selon l'activité de l'entreprise, on répond pas à toutes les crises. Il y en a plusieurs. Nous,
Notre travail, c'est de dire ce que le droit dit et ce qu'il ne dit pas. C'est en soi une réponse à l'une de ces crises-là, qui est la crise de l'état de droit. Ouais. Mais j'ai envie de dire, vous avez raison de nous bousculer là-dessus. On doit faire plus que ça, plus que préserver le pilier juridique de nos démocraties. C'est déjà une chose, c'est pas mal. Mais on doit aller plus loin. On doit tous faire face aux défis environnementaux et sociaux majeurs qu'on a devant nous. Et justement, le législateur s'est emparé de ces sujets au niveau européen et au niveau national, avec l'objectif que les entreprises, justement, prennent plus en compte leur impact et améliorent réellement les choses. Donc là, on joue notre part de l'ensemble. Et ça va bien au-delà de juste réduire notre empreinte carbone, par exemple. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner des dizaines de milliers d'entreprises en Europe pour qu'elles comprennent ces lois-là, environnementales et sociales, qui viennent répondre à ces crises-là, environnementales et sociales. Donc qu'elles les comprennent et qu'elles les appliquent, qu'elles les réduisent leurs impacts négatifs et qu'elles augmentent leurs impacts positifs. Et c'est comme ça, nous, qu'on essaye d'avoir un impact sur ces crises. C'est la réponse qu'a notre groupe. Après, chaque entreprise doit faire sa part, encore une fois, à son échelle. Moi, j'aime bien rappeler cette étude qui commence à dater maintenant, je crois que c'était en 2019, qui partait de l'échelle d'un individu. Un individu français, par exemple, si on se concentre sur les émissions carbone, émet un équivalent de 10 tonnes en moyenne, et on doit passer à 2 tonnes, ok? En fait, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'elle démontrait la part de l'individu, qui était au mieux 45%. Si je dois faire 10 pas ou 100 pas, si je dois faire 100 pas, l'individu pouvait en faire 45, et le reste était du côté de deux autres types d'acteurs, que sont les collectivités publiques, l'État, les régions, le département, la ville, et les entreprises. Donc, vous voyez bien qu'en fait, chacun a forcément quelque chose à faire, peut pas se dire, bah moi si je fais rien, il se passera rien, parce que on doit tous contribuer. C'est-à-dire que si l'individu fait pas ses 45 pas, on n'y arrivera pas. Et puis, si les entreprises et les collectivités ne font pas leur part, c'est pareil, on n'y arrivera pas. Donc, la RSE, c'est effectivement ce qui va permettre à cette entité-là, que sont les entreprises, de prendre conscience de leur rôle et de prendre leur part dans les solutions. Ok, agir main dans la main. Ouais, tout le monde contribue, quoi. Et donc vous parlez des entreprises, vous, que vous alimentez, enfin que vous nourrissez du coup en connaissances juridiques, qu'on pourrait donc qualifier de partie prenante finalement. Et on entend d'ailleurs souvent ce terme de partie prenante dans le monde de la RSE. Mais je pense que c'est un terme sur lequel il faut peut-être qu'on revienne parce qu'il est un petit peu technique. Les parties prenantes, donc, pour une petite définition, ce sont les acteurs qui interagissent avec les entreprises. Donc ça peut être interne comme les salariés, mais également externe comme les clients, les fournisseurs, les communautés locales également, les investisseurs, mais aussi les ONG qu'on oublie parfois. Du coup, petite question, pourquoi le dialogue avec l'ensemble de ces acteurs, donc ces parties prenantes, est-il aujourd'hui central dans une démarche RSE? Alors, ils sont centraux au début et pendant toute la démarche. Ils sont absolument essentiels au départ dans la définition des priorités et de la stratégie RSE pour comprendre réellement les impacts qu'on a, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ok. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la consultation des parties prenantes, c'est un passage obligé dans l'analyse de double matérialité. Et je vais vous donner un exemple concret pour nous. Les parties prenantes, vous comprendrez lesquelles, nous ont aidés à prendre conscience de notre rôle sociétal, celui que je vous décrivais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que nous, quand on est dans notre quotidien, on développe des logiciels, on écrit des bouquins, on monte des formations, on voit ce qui va pas, on voit le bug, on voit ce qui manque, et en fait, en étant le nez dans le guidon, on perd cette big picture. Ouais. À un moment donné, entendre nos clients, nos partenaires, nos formateurs, nos auteurs, nos parties prenantes, tous les gens qui nous entourent, nous rappeler le rôle qu'on a dans la société, le rôle qu'on a dans leur quotidien aussi, ça nous permet de prendre de faire ce pas de côté et de voir l'écart entre l'image qu'on a de nous-mêmes parfois, enfin que les salariés même ont de leur rôle et cet impact qui est quand même majeur. Et du coup, c'est justement en les entendant, en entendant tous ces gens qui sont extérieurs à nous, mais si proches de nous, qu'on a fait
on a identifié comme un des 5 piliers de notre action, notre stratégie RSE, la culture d'entreprise pour que chacun des employés se rappelle ce à quoi il contribue et que c'est plus grand que son petit quotidien, quoi. Et un autre moment où les parties prenantes sont essentielles, c'est en fait tout au long de la démarche. On a besoin d'être challengé. En fait, ce regard extérieur, on en a besoin régulièrement tout au long de la démarche. Nous, on les voit 3-4 fois par an. Donc concrètement, quand je dis les, c'est donc nos clients, nos partenaires, nos auteurs, nos formateurs. Et quand on se réunit dans le comité des parties prenantes, il y a aussi des salariés, des dirigeants, des actionnaires. Et donc, il y a Voilà. quand même un comité des parties prenantes. On a un comité des parties prenantes. Dédié. Voilà. Qui est essentiel, franchement. Ouais, bah oui. Et ils sont pas tendres, hein, ils nous bousculent, Mais mais c'est on le en but. ressort toujours plus grand. Ouais, Voilà. c'est Ouais, clair. il faut être challengé. Voilà. clair. C'est sûr. Très bien. Alors, merci pour cette réponse. Une chose importante à comprendre, c'est qu'il n'existe pas de RSE universel, donc ça vous l'avez dit, ça dépend évidemment de l'entreprise, du secteur d'activité. Du coup, comment on fait concrètement pour identifier les priorités RSE d'une organisation même si du coup on a bien vu qu'elles n'avaient pas toutes la même activité, merci Valentin. Quelles sont les étapes d'après vous pour savoir sur quoi il faut concentrer ses efforts? Comment on priorise en fait un peu les sujets? Déjà, ça c'est la première bonne question à se poser, c'est quelles sont mes priorités? Ouais. Parce qu'en fait, typiquement, moi, quand j'ai pris cette direction, il y avait plusieurs streams, on appelait ça comme ça, plusieurs streams qui étaient lancés. Donc un stream, c'est un sujet avec des pilotes et des contributeurs. Il y avait le stream RH, le stream environnement, le stream label et certification. Voilà, il y en avait plusieurs comme ça. Et effectivement, j'avais besoin de prioriser entre tout ça. Comme j'étais en prise de poste, j'ai interrogé d'autres directeurs RSE, mes alter ego, qui avaient un peu plus de bouteilles que moi. Et ils m'ont suggéré quelque chose à l'époque qui était de faire une analyse de matérialité. Des termes que je découvrais et qui n'étaient pas encore très connus parce que c'était pas encore obligatoire. Ouais. Ils m'ont dit exactement ça. Un, c'est très utile pour se donner des priorités. Et deux, c'est très utile pour embarquer l'entreprise dans la démarche. Et ensuite, en plongeant dans la CSRD, qui n'était pas du tout sèche à l'époque, on a vu que ça allait devenir obligatoire. Et puis, on a pu prendre la méthodo qui était encore en construction, hein, mais de la double matérialité. On a pu s'appuyer dessus déjà quand même. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que, pour ceux qui la connaissent pas encore, c'est que l'analyse de double matérialité, je m'attarde pas sur ce que ça veut dire là, mais c'est surtout un outil d'analyse stratégique et qui est vraiment complémentaire des outils classiques. Pour ceux qui ont fait de la stratégie, ils utilisent le SWOT, la matrice BCG, les 4C, les 5P, le PESTEL. Enfin, Pestel, ouais. il y a plein de... Il y a plein d'outils, mais ils ne balayent pas tout. Et l'analyse de double matérialité, elle vient vraiment bien en complément. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres items à analyser. Donc dans les thématiques et sous-thématiques, il y a des choses qui sont pas du tout analysées dans les outils classiques. Et elle nous impose d'embarquer les parties prenantes. Alors que les autres peuvent nous dire d'aller voir les concurrents, évidemment les clients et les prospects. On va toujours les interroger, mais on va plus rarement interroger ses partenaires, enfin ses auteurs ou ses fournisseurs. Ou vous voyez, c'est ce type de partenaires-là, on va moins souvent les interroger. Et puis les salariés, aussi, c'est pas systématique. Donc en fait, ces deux choses-là apportent vraiment, nous aident à ouvrir les yeux sur certaines choses qu'on n'aurait pas vues sinon. Et donc, nous, voilà, ça nous a permis très clairement d'identifier 5 piliers qu'on suit toujours. Là, ça fait 4 ans et on est toujours sur ces 5 mêmes piliers. Alors, les focus à l'intérieur sont différents selon les années parce qu'on avance, mais pour le coup, la structure est toujours la même. Grâce à cette première analyse, peut-être que, si on va la remettre à jour et au bout de 4-5 ans, on va sans doute changer, mais c'est normal, c'est un timing classique. Et l'autre point important, c'est vraiment de faire co-construire les choix, de faire contribuer au moins les dirigeants à la stratégie. D'accord. La double matérialité. Engager le pour COMEX. embarquer l'entreprise dedans, c'est clair. Ok. C'est le recours. Donc vous en avez parlé justement, donc là on va rentrer un peu dans le cœur de cette nouvelle réglementation européenne qui est donc la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, merci pour l'accent, qu'on détaillera encore davantage dans le prochain épisode avec notre invité Pascal Durand. Donc elle introduit deux notions clés qui sont la double matérialité et les zéros. Donc les impacts, les risques et les opportunités.
Exactement. La double matérialité, c'est l'idée qu'une entreprise doit analyser, donc, comme vous l'avez dit, à la fois comment les enjeux environnementaux et sociaux affectent son activité, donc c'est la matérialité financière, mais c'est aussi comment l'activité de l'entreprise impacte le monde qui l'entoure. Et ça, c'est ce qu'on appelle du coup la matérialité d'impact. Donc du coup, les deux matérialités, les deux sens sont pris en compte. On a annoncé cette notion de d'IRO, donc impact, risque, opportunité. Du coup, est-ce que vous pouvez définir dans un premier temps donc ces différentes notions Oui. et peut-être l'illustrer avec un exemple concret issu justement de votre organisation avec par exemple un impact positif ou négatif Ouais. et un risque et une opportunité que vous avez pu identifier? Oui, donc les impacts, c'est ce que l'entreprise fait subir ou apporte à l'environnement et à la société, encore une fois, toujours dans les deux sens. Pour vous donner un impact positif, bah, nous, c'est l'accès au droit. Ok, Encore une fois, c'est Ouais. notre impact positif majeur sur Ouais. la société. Et un impact négatif, bah, c'est les émissions liées aux activités papier, par exemple. On fait des livres. À l'impression. On essaie de les limiter, mais Ouais. voilà, ça c'est sûr qu'on a des impacts négatifs à cet égard. Un risque, ça va être ce que les enjeux ESG, donc par exemple les évolutions climatiques, sociétales, peuvent faire subir à l'entreprise. Mm. Donc nous, et comme beaucoup de gens, un de nos risques majeurs, c'est les cyberattaques. Voilà. Et une opportunité, c'est ce que ces enjeux peuvent créer comme opportunité ou comme valeur pour l'entreprise. Et pour nous, par exemple, on a créé plein d'offres ESG pour nos clients de plein de nature. On a pu aussi se positionner, on était déjà positionné sur l'innovation et sur l'intelligence artificielle. Nous, on s'est positionné sur l'innovation éthique. De Ok. façon très claire et de façon différenciante. Enfin, ça l'est plus tellement aujourd'hui. Tout le monde dit qu'il fait de l'IA Ouais. éthique, mais à l'époque, on était parmi les pionniers. premiers à s'en emparer. Merci beaucoup. Maintenant, on voudrait parler d'un sujet qui monte beaucoup en puissance, qui est donc le reporting ESG, ou reporting extra-financier. Donc c'est l'idée que les entreprises ne doivent plus seulement rendre des comptes sur leurs performances financières, mais aussi donc sur leurs impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance, donc comme on vient d'en parler. Donc justement, donc forcément, la CSRD est concernée donc avec les différents indicateurs ESG qui peuvent émaner. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est donc un reporting ESG, donc environnementaux, sociaux et gouvernance, et est-ce que c'est obligatoire pour toutes les entreprises? Oui, déjà. Non, ce n'est pas obligatoire pour toutes les entreprises. Alors jusqu'ici en France, pour faire simple, c'est les entreprises de plus de 500 salariés qui étaient soumises à l'ancêtre de la CSRD, donc l'ancêtre du reporting de durabilité, qui était la déclaration de performance extra-financière, mais qui laissait une certaine place à la créativité de l'entreprise ou à Ok. l'opacité, pour le dire autrement. Donc, la directive européenne sur le reporting de durabilité, la CSRD, a imposé un cadre qui soit harmonisé dans toute l'Europe et pour que les données ESG soient fiables d'une part et comparables d'une entreprise à l'autre et d'un pays à l'autre. Donc, qui doit faire ce reporting? Aujourd'hui, c'est les grandes entreprises cotées qui le font. Et à partir de 2028, sur les données 2027, ce sera toutes les entreprises de plus de 1000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'année suivante, on va ajouter les entreprises hors Union européenne. Ok. Voilà, en gros. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce reporting? Donc, en fait, comme d'habitude, ma première réaction, c'est attention, pourquoi on le fait? L'important sur le reporting, c'est de ne pas l'en prendre comme une finalité, mais vraiment comme un point de passage. Et ça, c'est une erreur qui a été largement commise autour de la CSRD, peut-être parce qu'elle porte ce nom-là, d'ailleurs, et je pense qu'il y a... Alors, aparté, on est quand même assez mauvais en RSE sur le branding et le marketing de notre discipline. Vous voyez, on a plein de termes que les gens ne comprennent pas et qu'on doit passer un certain temps à expliquer. Oui. On est plein d'acronymes. Voilà, CSRD, ESG, RSE, il n'y a que nous qui comprenons ces termes-là. Et même quand on les dit en entier, partie prenante, il faut quand même qu'on l'explique. Bon.
Là, sincèrement, on a tous un travail à faire sur nous-mêmes là-dessus, collectivement. J'ai pas les solutions, hein, j'ai pas trouvé forcément les bons termes. On a essayé de mettre impact dans le titre de notre département à côté de SG, mais c'est difficile hein, de trouver les bons termes. Donc je le dis, mais j'ai pas la solution. Je dis qualifie le problème, mais j'ai pas la solution. Peut-être qu'un des problèmes de la CSRD, justement, c'est que ça s'appelle reporting de durabilité. Parce qu'effectivement, au départ, le but, c'était d'harmoniser, de simplifier la comparaison des données et la fiabilité des données en Europe. Mais du coup, tout le monde s'est focalisé sur le reporting. Or, la démarche, elle doit bien commencer par l'analyse stratégique dont on a parlé tout à l'heure, donc double matérialité. Pareil, un terme qu'on ne comprend pas sans l'expliquer, mais peu importe. On doit commencer par une analyse stratégique, ça c'est la démarche de la CSRD. Une fois qu'on s'est donné des priorités d'action, comme pour tout projet bien mené, on se donne des objectifs et des indicateurs de réussite. Et ensuite, on mène les actions. Et puis, périodiquement, une fois par an, en fait, généralement, on fait le point sur l'atteinte des objectifs et on ajuste son plan d'action pour l'année à venir. C'est à ce moment-là qu'on fait le reporting. Okay. Mais la démarche, et même la démarche de, pas RSE, la démarche de la CSRD, c'est bien tout ça. Donc, le reporting, il vient à la fin d'une année. Il vient pas au début. Enfin, c'est pas l'alpha et l'oméga. C'est même pas l'oméga, en fait. C'est évidemment pas l'alpha, mais c'est même pas l'oméga, puisque c'est le début de la suite, en fait. C'est juste, on fait un point, voilà où on en est pour pouvoir le communiquer à tout le monde et pour pouvoir piloter notre projet. Ensuite, on repart sur autre chose. Et donc, enfin voilà, pour moi, ce qui est vraiment essentiel, c'est comment on prend le reporting. C'est pas le reporting en soi. C'est à quoi il sert. Ok, merci beaucoup. Ben, on arrive déjà à notre dernière question. Et c'est sûrement d'ailleurs celle qui est la plus importante. Notre système économique repose sur une logique de croissance et d'accumulation. Dans un monde où pourtant on est quand même assez limité en termes de ressources naturelles. Malgré tous les outils dont on a parlé aujourd'hui, donc la crise environnementale et sociale ne cesse de s'accélérer et on en voit les effets d'ailleurs. Ouais, et du coup ça on en parle donc depuis le début sur ce podcast. Et du coup la crise, ou plutôt les crises écologiques sont systémiques comme on l'a déjà dit précédemment. Et elles interagissent avec des fractures sociales en pleine croissance malheureusement, comme inégalité, précarité, accès inégal aux ressources notamment. Et les entreprises sont à la fois actrices du problème et potentiellement actrices de la solution. Du coup, est-ce que la RSE permet réellement de transformer en profondeur le rôle de l'entreprise pour concilier économie, société et environnement dans le système actuel, ou est-ce que ça reste un outil d'adaptation à la marge qui ne peut produire un impact réel sans une remise en question plus large de notre modèle socio-économique? Last but not least. C'est trop bien cette question. Elle est bien cette question. Ok. Alors, ce qui est sûr, c'est que la RSE à elle seule, elle ne peut pas tout changer. Vous l'avez bien dit, hein, ces crises, elles sont systémiques. Donc, ça dépasse largement le périmètre de l'entreprise. Oui. Elle touche effectivement à notre modèle économique, à nos infrastructures, à nos politiques publiques. Bon. Si on reprend l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, chacun doit faire sa part. Bon. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que la RSE peut changer les entreprises en profondeur pour qu'elles jouent pleinement le rôle qu'elles doivent jouer, hein. La RSE, elle va être ce qu'on en fait. Elle a déjà le grand mérite d'exister. Avant, il y avait beaucoup d'entreprises qui se posaient même pas la question de leur rôle ou de leurs impacts en dehors de la création de la valeur financière pure. Donc, on a déjà fait un pas. Quand la RSE est bien utilisée, elle oblige quand même l'entreprise à se poser des questions fondamentales, on en a parlé, donc quels sont mes impacts réels, quels risques je fais peser sur la société, sur l'environnement, est-ce que mon modèle est compatible avec les limites planétaires? C'est quand même ces questions-là qu'on se pose. Ouais. Et là, on n'est plus dans l'adaptation à la marge, on commence à toucher au cœur du modèle. Maintenant, pour être totalement transparente et honnête avec moi-même, ce qui fait avancer les choses jusqu'ici, c'est plutôt des externalités, positives ou en négatif. Ça peut être à un moment donné les législateurs qui vont être les moteurs. On l'a vu avec la CSRD il y a quelques temps. Aujourd'hui, on est plutôt dans une externalité négative, hein, on a plutôt reculé.
Autre exemple, au tout départ, ça a commencé en fait, cette histoire de ESG avec la finance. C'est le monde de la finance, Oui. les investisseurs qui ont imposé Oui. des critères qu'ils ont appelés eux-mêmes ESG parce qu'ils voulaient pouvoir projeter leurs investissements sur des décennies. Hmm. Parfois, alors je suis très prosaïque, mais ça va être les nouvelles générations, les enfants et les petits-enfants des grands dirigeants qui vont faire bouger les choses. Ça, je l'ai Oui, oui. très souvent entendu. Ok. Parfois, ça peut être une guerre au Moyen-Orient, comme en ce moment, qui va mettre en lumière nos dépendances énergétiques et Oui, c'est technologiques. Euh, donc, j'ai l'impression que les déclencheurs et accélérateurs sont rarement les équipes RSE. Vous voyez, on est sur d'autres enjeux. Mais une fois que les déclencheurs arrivent, c'est ces équipes-là qui vont pouvoir faire la différence Mm. si elles savent se positionner au bon niveau dans l'entreprise, au cœur de la stratégie, en reprenant ces balles-là au bon, avec pragmatisme et efficacité, et en écoutant l'entreprise et le monde tels qu'ils vont. Donc voilà. Et un point après important pour moi, la RSE, elle aura vraiment réussi quand il y aura plus de département RSE. Il Ouais. faut Oui, qu'on c'est disparaisse à un moment On l'avait donné. dit aussi. Enfin, qu'on disparaisse parce que la RSE, elle sera partout dans Oui, c'est l'entreprise, ça. que chaque salarié saura en parler et en faire dans son quotidien, quel que soit son métier, et que en fait, voilà, la RSE sera totalement fondue dans les stratégies et le quotidien de l'entreprise. Ok, merci. Non, putain. Donc vivement qu'on disparaisse. Exactement. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour cet épisode. C'est un échange hyper riche et très dense et surtout très intéressant. Et je pense que nos éditeurs repartent avec une vision beaucoup plus claire de ce qu'est la RSE, la double matérialité, les zéros et tous ces termes un peu complexes dont on a parlé. Et aussi une bonne idée que la RSE finalement ne peut pas agir seule et les entreprises non plus. Exactement. Et oui, et donc évidemment, ce qui ressort de cette conversation, c'est que la RSE est devenue un outil incontournable pour les entreprises qui veulent s'inscrire dans la transition écologique et sociale, donc suivre leur temps finalement. Et puis l'objectif, c'est qu'on puisse disparaître pour que ça soit inclus directement au business model des entreprises. Ouais, mais en attendant, on a du travail et chacun doit faire sa part. Donc, retenez aussi ça C'est clair. surtout. Même, enfin, chaque petite goutte de colibri compte. Donc, il faut y aller. Oui, on est tous contributeurs, c'est aussi le but du podcast, c'est qu'on parle des acteurs de la transition écologique, donc Exactement. Et merci Soyons de faire ce tous- podcast. Merci beaucoup à vous. Merci à à nous. vous. Merci à vous surtout. Mais d'ailleurs, enfin, toutes ces exigences-là de reporting, on aura l'occasion d'aller encore plus loin sur la CSRD dans le prochain épisode. Donc restez avec nous les auditeurs. Ouais, restez à l'écoute. Et si cet épisode vous a plu, donc, ou vous a appris quelque chose, partagez-le autour de vous. C'est vraiment le meilleur soutien que vous pouvez nous apporter. On se retrouve très bientôt pour la suite. Merci beaucoup et merci Merci. Camille. Merci à tous les deux. Et surtout, ne soyez pas un red flag, écoutez Green Flag.